Ludger Merizé a créé une école dans un temple vaudou en Haïti. Mais avant cette expérience, il a été un fervent chrétien catholique. Il s'est détourné de l'église après avoir été abusé par un prêtre. Ludger Merizé, qui est aussi comédien, danseur, vit à Paris où il étudie les sciences de l'éducation. Je vous laisse suivre cette interview qu'il nous a accordée à cœur ouvert. Bonjour Ludger. Bonjour Cheita. Première question Ludger, quel a été le besoin pour toi de te dire que je vais fonder une école, créer une école, pendant même que tu ne vis plus en Haïti? Ce projet, ça vient d'une déclic et ça vient à partir, comment je peux dire, à partir de mes expériences à moi, en fait, des trucs que j'ai vécu quand j'étais enfant, quand j'étais à l'école. Donc, je me suis dit, ben, comment je peux faire comme ça pour renvoyer l'ascenseur et pour aider ces jeunes, parce que moi, dans mon enfance et dans mon jeune âge, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, il y a beaucoup de gens qui, surtout avec l'éducation que j'ai reçue, donc je me suis dit, donc je vais faire pareil. Bon, c'est dans ce but que j'ai créé cette école. Elle s'appelle comment cette école? L'école, elle s'appelle l'École panafricaine Les Tirailleurs d'Écailles. Au début, j'ai dit que cette école a une particularité, c'est qu'elle est placée dans un temple. Alors, il faut que je précise, le temple, c'est placé dans un temple vaudou. Et tout de suite, les gens vont comprendre les tirailleurs d'écailles et tout ça. Pourquoi l'avoir créé dans ce lieu? Et puis, je ne sais pas si tu pourras te rappeler en même temps, comment les gens ont vu l'arrivée de cette école dans le coin? Donc, avant, bon, pour bien dire, c'était pas une chose facile, comme ça, de placer cette école à l'intérieur du temple vaudou. Mais moi, à tout prix, je me suis dit, bon, même si ça va choquer les gens, je vais le faire. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans deux cosmogonies différents. J'ai grandi dans la religion chrétienne et puis j'ai grandi dans la philosophie vaudouesse. Donc, mon arrière-grand-mère, ça veut dire la grand-mère de ma mère, donc elle était vaudouisante. Et moi, j'ai grandi à côté des tirailleurs d'écailles, donc même pas 3 minutes, même pas 2 minutes. Donc, je me suis dit, ben non, ben, le vaudou, ça fait partie de moi, en quelque sorte, même si... Donc, j'étais dans l'église, comme ça, ben, il y a une partie que je cachais, comme ça, je ne voulais pas que les gens sachent que si je suis attiré par ça ou quelque part, s'il y a ça en moi. Donc, je me suis dit, ben non, ben, en tant qu'Haïtien, ben, je dois être fier de la personne que je suis. Je dois être fier de mon identité spirituelle. Donc, j'ai dit pourquoi pas. En fait, s'il y a des écoles catholiques, même à l'intérieur des temples catholiques, il y a des écoles protestantes, ben, à l'intérieur des temples protestants, mais pourquoi pas une école comme ça ben, à l'intérieur d'un temple vaudou, alors que le pays est laïque. Donc, ça veut dire que l'éducation, c'est pas l'endroit, c'est pas le bâtiment. L'éducation, déjà, c'est une idéologie. Donc, on peut faire une école soit dans la cathédrale d'Écailles ou première église baptiste, mais tout comme on peut faire une école à l'intérieur des tirailleurs, c'est la même chose. Donc, c'est ça, moi, qui m'a poussé, en fait, de mettre cette école à l'intérieur des tirailleurs, même si c'était choquant. Et jusqu'à présent, c'est toujours choquant parce que les gens, ils comprennent pas vraiment, en fait, l'idée. Ils comprennent pas pourquoi, en fait, cette école à l'intérieur des tirailleurs. Qui sont les tirailleurs d'écailles? Les tirailleurs d'écailles, en fait, c'est, comment je peux dire ça? C'est des descendants des Santeria, des descendants des Viero, comme on dit en Haïti, cubains, mais qui font une sorte de circulation. Bon, on sait bien que la majorité des Haïtiens viennent d'Afrique. Eux, en fait, c'est des gens qui sont nés, je peux dire, en Afrique, qui sont passés par Cuba et après qui sont rentrés en Haïti et qui sont des descendants cubains et qui sont nés en Haïti. Donc, il y a une lignée très longue. Donc, c'est, comment je peux dire,
c'est des ethnies Congo, division Congo-Payette. Donc, on peut bien dire, dans le sud, il y a deux grands temples. Il y a les Tirailleurs et l'Avenue. Donc, ces deux grands temples, c'est des divisions Congo-Payette. Donc, qui sont repartis comme ça dans toute la plaine du sud. Et ces gens-là, bon, ils sont accueillis par du masseur estimé. Donc, depuis lors, ils ont créé en fait leur rituel. Ils ont installé toute leur batterie de connaissances. Donc, le 9 février 1928. Donc, les tirailleurs, toi, tu as une connexion directe avec les tirailleurs d'Écailles? Ouais, tout à fait. Moi, j'ai une connexion directe avec les tirailleurs d'Écailles. Donc, ma grand-mère, c'est plutôt, quand j'ai dit ma grand-mère, c'est la grand-mère de ma mère. C'est celle dont tu nous parlais tout à l'heure, Ouais, ton arrière-grand-mère. Ouais, mon arrière-grand-mère. Donc, en fait, elle était des tirailleurs. Et puis, moi, indirectement, je suis des tirailleurs. C'est juste, j'ai pas fait, comment ça, mon service ou comme ça, parce que eux, c'est pas des rites initiatiques comme dans le vaudou ordinaire où les gens vont passer un moment. Eux, c'est plutôt des prestations de serment. C'est juste que moi, j'ai pas prêté de serment, mais après, je suis toujours avec eux, j'ai travaillé avec eux, et puis même quand ils vont faire leur rituel, je suis toujours avec eux pour regarder est-ce que tout c'est bien, tout c'est correct. C'est juste que, mais après, directement, ben, je suis un membre des tirailleurs d'Écailles. L'école, tu l'as placée, fondée dans le temple vaudou, les tirailleurs d'Écailles. Qu'est-ce qui va différencier l'instruction des enseignements que vous donnez, que les profs donnent, des autres écoles? C'est quoi la différence? Comment les enfants sont-ils instruits dans cette école? Ouais. Bon, déjà, en fait, cette école, je peux dire que c'est pas mon école. C'est pour la communauté Cayenne, c'est pour la communauté méridionale. Et c'est vrai que moi, j'ai été à des écoles qu'on organise, mais j'ai été aussi à des écoles publiques. Par exemple, en fait, j'ai fait des études au lycée Philippe Guerrier d'Écailles. Et puis, concernant l'éducation que ces enfants vont recevoir, c'est, comment je peux dire ça? C'est une éducation, en fait, qu'on prend en compte la réalité de notre identité culturelle. En fait, qui nous sommes. En fait, moi, je me suis dit, bon, une éducation qui ne nous ressemble pas, c'est comme si on est perdu. Comme Yves Desjans, s'il voulait dire dans son livre, c'est comme si on l'école tête en bas, dans un pays tête en bas. Donc par rapport à ça, nous, on se dit, ok, ces enfants-là, on veut les instruire, mais il faut que c'est une éducation qui les ressemble. Donc c'est pas en dehors de la réalité haïtienne, c'est pas en dehors de la culture haïtienne. C'est vrai, en fait, il y a les profs qui sortent de l'école normale, qui sont des jardinières, mais nous, on a fait des formations avec ces professeurs parce que on a un objectif, on dit, ok, c'est là, nous, on veut aller avec ces enfants. C'est comme ça, on veut enseigner ces enfants. Donc, c'est une école, je peux dire, c'est une école classique, de manière, comment je peux dire, traditionnelle, comme toutes les écoles du pays, mais c'est aussi une école expérimentale. Est-ce que ça veut dire que dans les écoles classiques, en dehors de celles que tu as créées, on ne fait pas de citoyens haïtiens? J'ai comme l'impression que c'est ça que tu nous dis. Tu voudrais que dans cette école, on forme des citoyens haïtiens. Ça ne se passe pas comme ça dans les autres écoles? Et moi, je me rappelle quand j'étais à l'école. J'étais à l'école, j'ai tout reçu, sauf être un citoyen haïtien. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que même si j'ai pas vraiment un chiffre et puis j'ai pas vraiment en fait une statistique scientifique, mais je peux dire selon mes expériences, la majorité des enfants haïtiens, en fait,
ils sont pas des citoyens haïtiens. Pourquoi je dis ça? Donc, c'est des écoles, je peux dire congréganistes, et puis sur la dénomination catholicisme ou protestantisme. C'est des écoles, en fait, qui apprennent ces enfants tout sauf haïtien, parce que il faut parler de Dieu, il faut, en fait, il y a une sorte de complexe d'infériorité dans ces écoles-là. Par exemple, moi je connais des gens qui sont proches de moi, qui font toutes leurs études dans des écoles congréganistes, mais avec leurs parents, ils sont un peu en décadence. C'est comme si c'est les parents qui payent l'école. Mais ces enfants-là, en fait, dans leur tête, ils pensent qu'ils sont plus supérieurs que ses parents. Et puis, ils veulent faire, il va pas faire plein de choses. Par exemple, parler d'Haïti. Pour eux, Haïti, c'est... Je comprends pas. Ils sont plus fiers de parler soit de la France ou parler d'un autre pays, mais pas d'Haïti, en fait, parce que à l'intérieur de ces écoles-là, ben, est-ce qu'on parle d'Haïti vraiment? Est-ce qu'on parle de l'histoire d'Haïti? Sauf dans les bouquins, dans les manuels d'histoire que c'est FIC qui nous ont donné ça, ben, c'est que là, ben, après l'histoire Haïti, c'est... On parle pas de ça. On parle pas des dates historiques, par exemple. Pour 6 décembre qui vient de se passer là, donc en fait, on a fait des moments de rappel avec nos enfants. Parce que 6 décembre, il y avait l'occupation états-unienne et puis il y avait le massacre Machater. Donc nous, on veut que nos enfants en fait apprennent que on leur dit que 6 décembre, c'est important dans notre histoire. Voilà qu'est-ce qui nous est arrivé le 6 décembre. Voilà pourquoi il y a Kwamatire. Parce qu'au cas, il y a une zone qui s'appelle Kwamatire. On dit voilà pourquoi cette zone s'appelle Kwamatire. Voilà qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là. Par exemple, le 2 octobre. On parlait du 2 octobre surtout avec le massacre que Trujillo avait fait sur les Haïtiens, le massacre Pédéhi, le massacre Persil. Donc, on a expliqué ça. Moi, quand j'étais à l'école, je connais pas cette date. Pour moi, c'était rien. Je connais seulement le 5 décembre où le malheur d'Haïti a commencé avec Christophe Colomb, bon, comme on dit. Mais dans nos écoles en Haïti, c'est pas des écoles qui forment des Haïtiens. La preuve en est bien grande. C'est pour ça on a Haïti, et c'est pour ça Haïti, elle est comme ça de nos jours. C'est parce que nos citoyens ne sont pas formés pour ce pays-là, en fait. Tu as été le Djer enfant de cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette période, tu l'avais choisie de toi-même? Pourquoi un jour, si tu avais pris la décision de tourner le dos à tout ça, comment étais-tu arrivé à être un enfant de cœur et pourquoi tu n'es plus et pourquoi tu es allé vers une autre démarche? J'ai eu la chance de vivre avec mes grands-parents. Par exemple, mes grands-mères du côté maternel et puis du côté paternel sur la lignée maternelle. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, il y a ma grand-mère, elle est encore vivante, Germanie Pluviose. Elle m'emmène toujours à l'église. Et puis moi, j'ai grandi comme ça. Pour moi, c'était normal. Donc, je fais ma première communion, confirmation. Et puis, j'étais dans pas mal de chorales, comme ça, dans la cathédrale d'Écailles. Oui, j'étais servant de messe, ce qu'on appelle enfant de chœur. Et j'étais même allé encore plus loin que ça. Du jour au lendemain, en fait, il y a une sorte de déclic, mais c'est juste, comment je peux dire ça? C'est une mauvaise rencontre. J'ai fait une mauvaise rencontre comme ça, au sein de la sacerdoce, ou comment je peux dire ça, chrétienne. Donc là, je suis entré en questionnement. Donc je me suis dit, non, je ne peux pas continuer comme ça sur cette voie. Et puis, comme j'ai un peu réticent, je me suis dit non, je ne vais pas, parce que c'est une expérience que j'ai fait, que moi-même, ça m'a un peu perturbé.
Donc, j'ai tourné le dos. J'ai tourné le dos depuis le jour. J'ai tout laissé, la chorale, l'église, tout. Je me suis dit plus jamais, plus jamais. Et puis, j'ai coupé le pont avec tous ces gens-là. Et même pas un bonjour. Parce que j'estimais que en fait, c'était trop loin. C'est par rapport à une expérience dans l'église, surtout c'était dans la cathédrale d'Écailles. Donc, et puis je me suis engueulé avec un prêtre pour un truc qu'il m'a fait. Donc, et puis à cette époque, il n'y a personne qui m'a défendu. Personne. Gigi, pour être sincère, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vraiment, tu as été traumatisé. En fait, c'est. Ah ben oui, jusqu'à présent, je pense que c'est la première fois. Je vais parler ça au grand public. Et c'était un prêtre, malheureusement, il m'a dévancé. Donc, j'ai subi une agression. Et quand j'ai subi cette agression, et je suis allé voir Monseigneur à cette époque, en fait, je ne veux pas citer son nom. Donc, je lui ai expliqué. Et c'est à ce moment-là, j'ai su qu'ils étaient au courant que lui, il était comme ça. Il agressait les enfants, les jeunes. Oui, il agressait les jeunes. Il était comme ça. Et tout le monde était au courant dans l'église, il est comme ça, mais personne ne fait rien. Donc, je me suis dit, ben non, non, je ne peux pas. Et puis, il avait une sorte d'autorité sur moi. Il avait une sorte d'autorité sur moi. Et puis, pour moi, c'est comme si... en fait, la réalité, c'est que les gens, en fait, pour les gens, tu es sur le bon chemin. Donc, tu es en train de faire ton cheminement, tu vas entrer au séminaire, tu vas devenir prêtre. Donc, pour eux, tu vas au ciel direct, en fait. Mais au fond, c'était pas ça. Au fond, il y avait plus des choses qui se passaient. Donc, que toi, tu subis, même au sein de la communauté ecclésiastique. En fait, ils sont tous au courant. On comprend bien que tu as été traumatisé. Ouais. Et est-ce que tu as trouvé au recours chez les tirailleurs? Est-ce que ta famille t'a écouté? Est-ce qu'on a compris ce que tu as vécu? Une fois, en fait... une fois, j'ai essayé de dire ça à ma mère. Donc, je pense que ça a laissé un goût amer dans ma bouche. Et puis, pour être honnête, je suis un peu froid avec ma mère par rapport à ça. Parce qu'à cette époque-là, elle ne m'a pas défendu. Elle pensait que j'étais en train de lui mentir en fait. Donc, j'ai parlé ça avec ma grand-mère. J'ai parlé ça avec une mère adoptive à moi, Luciana Saintal. Et puis, mais heureusement pour moi, en fait, je me défendais pas mal. Parce que moi, à chaque fois, en fait, ils essaient de m'approcher. Donc, moi, je vais réagir. À plusieurs reprises, il essayait de me faire des trucs. Moi, en fait, j'ai dit, ben non, c'est soit, en fait, tu passes sur mon corps, mais c'est soit, on fait la guerre. Donc, on était toujours en mode de faire la guerre, faire la guerre, faire la guerre. Donc, à cette période-là, j'avais des amis comme ça dans l'église et j'ai dit, ben non, vous savez, en fait, voilà, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais c'est après, moi, j'allais être au courant que eux, ils ont subi la même chose. Mais tout le monde garde le silence. Tout le monde garde le silence. Et puis, comme quelque part, j'ai une sorte de tempérament très au goût ferraille. Donc, je ne voulais pas. Donc, c'est ça qui m'a un peu sauvé de tout ça. Parce que moi, je ne rigole pas avec des trucs. Je me rappelle le jour où j'allais tout laisser. J'étais dans une chorale dans la cathédrale. Je ne sais pas si je peux citer le nom de cette chorale. Donc, j'ai passé, je peux dire, près de 15 à 17 ans dans cette chorale. Et puis un jour, ils étaient très, très, très dans le conformisme. Mais au fond, c'est tout à fait différent.
Et puis un jour, en fait, je suis allé en répétition, mais j'avais pas mis comme ça ma chemise à l'intérieur de mon pantalon parce que la chemise était fendue à côté. Donc, dans le code vestimentaire, chemise fendue, on peut pas mettre ça dans... En fait, ils ont dit non, tu dois le mettre à l'intérieur pour faire bonne figure. Et moi, j'ai dit non, je veux pas. Et c'est ce jour-là, donc je me suis dit, donc j'arrête. Et j'ai dit, il y a personne qui va me faire revenir dans cette église. Et puis, j'ai laissé. J'ai mis le feu dans tous mes uniformes de cette chorale. J'ai laissé. Et puis, après 6 mois, j'ai reçu une lettre de l'évêché. Donc, pour me dire, ben non, ben, tu dois revenir, c'est pas bien, comme ça, ta mission c'est au sein de l'église, et puis toi, en fait, dans quelques années, tu vas être prête, nanana. Ben, bon, pour moi, c'était pas mon objectif, et puis c'était pas mon affaire, parce que j'ai tourné la page. Et puis depuis là, ben, je me suis dit, bon, là, je vais vivre avec ma vraie personne, ma vraie personnalité. Et puis, bon, quand je me suis engagé, corps et âme, comme ça, avec les tirailleurs, faire des formations pour eux, préparer les rituels avec eux, et puis veiller à ce que les rituels sont respectés, veiller si les jeunes comme ça ben, vont pas faire de n'importe quoi avec la rituel. Et puis, me voici aujourd'hui, en fait. Est-ce que tu peux dire que cette expérience que tu as vécue, tu as fait en sorte de sensibiliser d'autres jeunes autour de toi pour qu'ils soient vigilants, pour qu'ils ne se laissent pas faire? Est-ce que tu as été dans un combat pareil? Oui, ben, j'ai été dans un combat pareil et jusqu'à aujourd'hui, je suis dans ce combat. Donc, avec beaucoup de jeunes comme ça, ben, que j'ai conversé ou je fréquentais. Donc, c'est toujours pour moi, c'est toujours pour moi, en fait, un combat. Et ce combat-là, c'est important, c'est noble. Donc, je pense que à l'avenir, je peux faire des suites, même symboliquement. Même symboliquement. Et je me rappelle le jour où cette personne en question est décédée. Il y a un autre prêtre, c'est un ami à moi, qui m'a envoyé un message. Et parce que lui, il est au courant. Parce que je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit, voilà, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Parce que j'étais entré en conflit avec lui, en conflit direct et déclaré. Et puis, il m'a dit, ah, il est traversé. Ben, je me rappelle, je lui ai dit que Simbi Ganga est venu, il a fait son temps, et Simbi Ganga est parti, mais on va se rencontrer quand même. Donc, il est parti, mais moi je dis, le jour que je rentre en Haïti, je vais sur sa tombe quand même, et je vais lui dire 2 mots. C'est un prêtre haïtien? Oui, c'est un prêtre haïtien, et je vais lui dire 2 mots. Donc, jusqu'à présent, moi, je refuse que mes proches ou les enfants qui sont autour de moi, en fait, sont partis comme ça à l'église naïvement pour dire, ah non, moi, je vais être servant de messe ou je vais être enfant de cœur, je vais être prêtre comme ça. Donc, avec tout leur libre choix, hein, mais il y a le côté, il faut être vigilant, il faut être vraiment véatif comme ça. Donc, il faut surveiller ses enfants. Il ne faut pas les laisser tout seuls. C'est parce que c'est des gens d'église, c'est des saints. Donc, c'est pas ça. Et il faut surtout les écouter, n'est-ce pas? Il faut surtout les écouter. Il faut surtout les écouter. En fait, aujourd'hui, ce qui m'a fait très, 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 très mal, donc, c'est parce que à ce moment-là, il n'y avait personne comme ça pour m'aider dans ce combat. J'étais tout seul. Moi, j'étais tout seul dans ce combat et je peux dire 90% de ma vie, je suis toujours tout seul dans mes combats. Tout seul. C'est vrai, j'ai une famille. Donc, je pense qu'ils m'ont beaucoup aimé, ma famille. Mais, quelque part, comme ça, j'étais toujours devant ma réalité. J'étais toujours devant mes combats. Je porte toujours la croix tout seul. Donc, ma mère, elle était là. Donc, malheureusement, j'ai pas grandi avec mon père. Je connais pas mon père de manière physique. Donc, je me disais toujours, en fait, si j'avais un père ou si j'avais un grand frère, peut-être eux, ils pourront m'aider comme ça dans ce combat. Ils pourront me défendre. Donc, c'est moi qui toujours comme ça en mode défenseur. Donc, il
Et jusqu'à présent, je suis en mode très froid avec ma mère par rapport à ça, parce que le jour, en fait, je voulais lui expliquer, il voulait pas m'écouter. C'est dans sa tête, c'est que dans sa tête, je voulais partir soit hors de l'église ou dans le vagabondage, comme on dit en Haïti, parce que moi, je suis pas du genre à laisser faire. Donc, si je veux aller vers là, je vais vers là, quel que soit en fait le truc qui m'attend, mais j'y vais. Moi, je suis comme ça. Luigi, j'espère que tu vas réussir tous tes combats, puisque tu as déjà réussi un combat déjà très clairement, c'est que tu t'es sorti de cette agression, tu en parles, le fait d'en parler déjà autour de toi, aux jeunes, c'est une façon d'être sorti de là et dire aux autres pour éviter, c'est une très belle façon. J'espère que tu vas encore gagner plein d'autres combats, et que cette expérience ne te laissera jamais à terre. En tout cas, nous, de ce côté-là, on te dit merci d'avoir ouvert ton cœur à Haïti Inter pour que le message soit passé, pour que les parents soient vigilants par rapport à leurs enfants et aux adultes soi-disant bienveillants. Et puis, on te souhaite que cette école s'élargisse et encore plus d'élèves, de parents, d'argent, de financement. Oui, oui, pour que ton idée aille encore plus loin. En tout cas, merci d'être passé nous parler de tout ça et puis bonne continuation. C'est à moi de vous remercier. Merci, c'était un grand plaisir pour moi.